Avant d'attaquer cette leçon, je vous informe que vous pouvez trouver beaucoup de contenu gratuit sur mon site blablaro-chimie.fr. Vous y verrez des vidéos de techniques expérimentales, des vidéos de cours et des quiz autocorrigés pour vous tester. Allez, maintenant, au boulot! Salut les chimistes! Alors, toujours là, c'est la dernière vidéo sur les substitutions nucléophiles et élimination sur les dérivés halogénés aliphatiques. Après avoir étudié les SN1, SN2 et puis les bêta-éliminations E2, comment on va déterminer pour un halogénoalcane donné s'il va réagir dans des conditions données selon une substitution nucléophile ou selon une bêta-élimination. Bon, alors la première chose, c'est déjà, je dois vous dire qu'on va raisonner toujours sous contrôle cinétique, c'est-à-dire que on est dans le cadre des réactions qui sont plutôt non renversables et du coup c'est la réaction la plus rapide qui va être prépondérante. Alors commençons par des facteurs structuraux. Le premier truc à regarder, c'est votre réactif. Regardez l'exemple suivant, là je prends le 1-bromo-2-méthylpropane qui va réagir avec du cyanure de potassium. Alors dans le cyanure du potassium, ce qui nous intéresse, c'est pas le K+, mais c'est Cn-. Et en fait, l'ion cyanure, c'est un bon nucléophile, puisque nucléophile carboné, avec un atome assez polarisable, mais c'est une base plutôt faible. Le pK du couple HCN-Cn- vaut 9,2. Du coup, si on a un composé qui n'est pas basique, il ne va pas faire bêta-élimination. Par contre, s'il est nucléophile, donc là on aura effectivement 100% de produits de substitution nucléophile, donc le nitrile suivant, et 0% de l'alcène qu'on aurait obtenu par une réaction de bêta-élimination. Maintenant, je change de réactif. Je vais prendre de l'éthanolate de sodium. Ce qui nous intéresse dans l'éthanolate de sodium, encore une fois, c'est pas Na+, c'est bien l'ion éthanolate, CH3CH2-, qui est donc un bon nucléophile, mais aussi une bonne base avec un pK autour de 17. Et du coup, là, on va obtenir, alors on travaille à une température proche de l'ambiante, on va obtenir 40% de cet hétéroxyde, qui est donc le produit de la substitution nucléophile, et 60% de l'alcène. Donc là, on voit bien qu'on a un mélange, on a eu un produit de substitution nucléophile et un produit de la bêta-élimination. Ce qui est logique, puisqu'on a un réactif qui peut faire les deux. Donc ça, c'est le premier point. Du coup, il va falloir qu'on soit capable de repérer quelles sont les bases nucléophiles, quelles sont les bases non nucléophiles, et quels sont les nucléophiles qui ne sont pas des bases, ou faiblement basiques. Alors on va essayer de faire un peu le point. Alors je vous propose de commencer par quelques exemples de bases fortes et non nucléophiles. Le 4-butanolate est un bon exemple de base non nucléophile. Pour les amidures, on utilisera souvent le LDA pour disopropylamidure de lithium, qui est également du coup une base non nucléophile. Ou alors on peut aussi prendre des hydrures alcalins, NaH, KH, parce que là la base c'est H-, qui a aussi un pK 35, donc qui est une base très forte, mais il est tellement petit, le H-, qu'en fait il est très peu polarisable, et donc en termes de nucléophilie, c'est peanuts, c'est tout nul. Donc avec ces réactifs basiques et non nucléophiles, on n'aura pas de substitution nucléophile, on pourra seulement faire des réactions de bêta-élimination. Mais je vous propose de voir la même chose pour des réactifs nucléophiles, mais peu basiques, c'est-à-dire des réactifs qui vont plutôt servir à faire des substitutions nucléophiles. Alors là, on va trouver celui qu'on vient de voir, l'ion cyanure par exemple, qui est une mauvaise base, mais quand même nucléophile. Les halogénures, donc les ions iodure, bromure, chlorure, voilà. Et puis on peut avoir aussi, alors qui ne sont pas des bons nucléophiles, mais qui restent nucléophiles, l'eau, les alcools, et les amines qui sont plutôt des bons nucléophiles du coup parce que l'azote est quand même relativement polarisable. Les phosphines, bref, vous voyez qu'il y en a un petit paquet. Donc il faut essayer d'être capable, en fait, quand vous regardez le réactif, déjà d'analyser est-ce que j'ai quelque chose de basique, de nucléophile, ou les deux. Évidemment, quand on a un nucléophile peu basique, on est sur la réaction de substitution nucléophile. Donc en fait, le seul moment où il va falloir commencer à hésiter et à regarder d'autres facteurs, c'est quand on a un réactif qui est à la fois nucléophile et basique. Et on ne va pas se mentir, en fait, en pratique, les composés avec lesquels vous allez devoir vous méfier, ça va être les ions hydroxydes, HO-, ou les ions alcoolates assez peu encombrés. Parce que là, on se retrouve avec des nucléophiles assez forts, mais qui ont des pK entre 14 et 17, donc qui sont aussi des bases fortes, et donc qui peuvent réagir selon les deux types de mécanismes. Alors vous voyez, pour récapituler toutes ces histoires de réactifs, je vous propose la figure suivante. On voit en haut, en fait, les bases peu nucléophiles, en bas, les nucléophiles
peu basique. Et puis au milieu, justement, vous avez les composés pour lesquels on va se poser la question de la compétition, substitution nucléophile, élimination. Voilà. Une représentation que j'aime bien aussi pour voir la chose, c'est celle-ci, c'est-à-dire de prendre tous les nucléophiles et de les classer un petit peu en fonction de leur basicité. En fait, les nucléophiles qui sont des bases faibles vont réagir plutôt selon des substitutions nucléophiles. Les nucléophiles qui sont des bases très très fortes, comme les amidures, vont plutôt faire de la bêta-élimination, parce que c'est des bases trop fortes, donc la bêta-élimination va être très rapide. Et puis au milieu, on a, comme je vous l'ai dit, les ions hydroxydes et les alcoolates qui, eux, vont faire les deux types de réactions. Et donc c'est là qu'on doit analyser d'autres facteurs. J'espère que c'est assez clair pour vous. Voilà, au final, je vous ai proposé un petit peu deux schémas qui récapitulent assez bien cette histoire. Tiens, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs lequel vous préférez conserver pour réviser. Voyons maintenant les facteurs qu'il faut regarder quand on est dans cette situation. Voilà, en fait j'ai commencé par le plus difficile parce qu'une fois que vous avez ça en tête, le reste, vous allez voir, c'est assez simple. Alors toujours dans les facteurs structuraux, on peut regarder aussi la structure du substrat. Excusez-moi, hein, je bois mon petit café en même temps. Alors, pour ce qui est de l'influence du substrat, je vous montre le tableau suivant. On a différents substrats, différents bromoalcanes qui réagissent avec de l'éthanolate de sodium dans l'éthanol à 55 degrés. Donc là, on est vraiment dans des conditions de compétition et où on a justement l'éthanolate de sodium, ce qu'on a dit avant, qui est un composé à la fois nucléophile et basique. Et regardez, plus on va encombrer le substrat, plus la réaction va se faire en faveur de la bêta-élimination. Ce qui d'ailleurs doit être quelque part assez logique, puisqu'on se dit, bon, on va encombrer du coup le carbone électrophile, donc ça c'est pas très favorable à la SN2, mais quoi que ça peut l'être pour la SN1, mais aussi en encombrant le carbone électrophile, on va stabiliser la SN finale, donc on rend la bêta-élimination plus rapide finalement. Puis enfin, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Alors il y a les effets de milieu. Alors je ne vais pas parler du solvant ici, mais je vais vous parler d'un paramètre qui est très facile à contrôler et en fait qui va vous permettre vraiment de favoriser l'une ou l'autre des réactions. Il s'agit de la température. Expérimentalement, on se rend compte que plus la température est élevée, plus c'est la bêta-élimination qui va prendre le dessus par rapport à la substitution nucléophile. Alors attention, cet effet de la température est souvent mal interprété. En effet, on trouvera dans certains cours qu'augmenter la température favorise un contrôle thermodynamique et donc la bêta-élimination. En fait, la plupart du temps, cet argument n'est pas valable. Par exemple, dans le cas qui nous préoccupe ici, les réactions sont non renversables. Il est donc impossible d'avoir du contrôle thermodynamique. Autrement dit, sans rentrer dans le détail, ça veut dire qu'elles sont nécessairement sous contrôle cinétique et que c'est la réaction la plus rapide qui va être prépondérante. L'interprétation correcte, en fait, dans ce cas-là, consiste simplement à dire que quand on augmente la température, on augmente la vitesse des deux réactions, par le biais de la constante de vitesse, qui dépend de la température, sauf que la vitesse de la réaction d'élimination augmente plus rapidement que la vitesse de la réaction de substitution nucléophile. Ainsi, à froid, la substitution nucléophile est plus rapide que la bêta-élimination, et à chaud, la bêta-élimination est plus rapide que la substitution nucléophile. Attention, le chaud ou froid, ici, est à prendre avec des guillemets, puisqu'il va dépendre de la réaction et non pas de votre sensation à vous d'avoir chaud ou froid. Voilà, ça va de soi. Donc voilà, si on veut résumer ce qu'on a vu, si vous voulez faire de la SN de l'élimination, déjà, choisissez le bon réactif, ça c'est le premier choix. Et ensuite, un paramètre facile sur lequel vous pouvez jouer, c'est évidemment la température. Voilà les chimistes, cette vidéo marque la fin de ce chapitre. Alors vous connaissez la chanson pour les réseaux sociaux, etc. Partagez massivement, voilà. N'oubliez jamais quand vous travaillez la chimie organique, bossez les bases et ne tombez pas dans les sables mouvants du par cœur. C'est la pire erreur que vous pourriez faire et ça va enrayer votre disque dur et c'est pas du tout efficace, d'accord? Je tiens sincèrement à remercier tous ceux qui me laissent des commentaires sur la chaîne YouTube, sur Facebook, etc. Tous ces commentaires positifs, moi c'est vraiment quelque chose qui me stimule et qui me motive pour continuer de vous créer du contenu comme ça. Voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier. J'espère que le contenu vous plaît toujours. Et gros big up à mes amis et collègues qui m'ont filé un coup de main en regardant les vidéos avant la mise en ligne. Ça a permis de me faire des critiques constructives et puis d'améliorer un petit peu le contenu que vous avez là. Donc merci à eux parce qu'ils sont pas visibles, mais mine de rien, ils sont présents. Et les tipeurs, je vous surkiffe, mais vous avez même pas idée, vous êtes mes piliers. Allez, salut à tous.